Aujourd'hui, nous allons analyser la série animée Invincible, une histoire sur la façon dont le défenseur le plus puissant de la Terre devient progressivement sa plus grande menace. L'histoire commence par une attaque. Deux jumeaux blindés, connus sous le nom de Maulers, prennent d'assaut la Maison Blanche avec un seul objectif, éliminer le président. L'un d'eux est un clone de l'autre, puisque tous deux sont des génies du génie génétique qui ont expérimenté sur eux-mêmes. La version locale de la Ligue de Justice, les Gardiens du Globe, est immédiatement dépêchée sur place. À la tête de l'équipe se trouve l'Immortel. Il vit depuis environ 1000 ans et, selon le canon de cet univers, a même servi comme président Abraham Lincoln. L'escouade comprend également War Woman, un équivalent de Wonder Woman avec une arme gigantesque, Darkwing, essentiellement une version russe de Flash, l'homme martien, un extraterrestre capable de changer de forme, et Green Ghost, qui peut se rendre intangible. À part se tient le costaud moustachu Omni-Man, également connu sous le nom de Nolan Grayson, officiellement pas membre des Gardiens, préférant travailler seul, et pourtant le héros le plus puissant de la planète, originaire d'un autre système stellaire. Après la bataille à la Maison Blanche, les héros évacuent d'abord les civils en lieu sûr, puis se déchaînent, neutralisent les Maulers et les envoient dans une prison spécialisée sous le Pentagone. Ensuite, nous sommes présentés à la vie quotidienne du personnage principal, Mark Grayson. En apparence, il est un adolescent ordinaire et fan de comics, mais à la maison, il est le fils d'Omni-Man lui-même et de sa femme Debbie. Quand Nolan rentre chez lui après avoir traité les Maulers, un sujet qui préoccupe les deux parents surgit durant le dîner. Mark, malgré son âge, n'a toujours pas manifesté les capacités viltrumites que possède son père. Ils sont inquiets, car Mark est à moitié humain, ce qui signifie qu'il y a une chance réelle que ses pouvoirs ne se réveillent jamais. Le lendemain, Mark va à l'école, comme si de rien n'était. De la conversation, il ressort clairement que personne autour de lui n'a la moindre idée de qui est son père. Pour tous, il est un adolescent ordinaire. À l'école, Mark remarque un voyou local harceler une fille, et, malgré le fait qu'il sache très bien comment cela peut finir, essaie de la défendre. Il prend prévisiblement un coup de poing dans le visage, et c'est finalement Amber qui sauve la situation. Elle coupe net le conflit et fait comprendre qu'elle n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. Plus tard, elle remercie Mark en privé pour sa tentative de la protéger, même si cela lui a coûté son propre visage. Ce soir-là, Mark part à son tour dans un fast-food local, et c'est là que tout change. En sortant les poubelles, ses pouvoirs se réveillent enfin. Dans un élan d'émotion, il lance un sac poubelle pratiquement dans l'orbite. Ébranlé, il rentre chez lui et durant le dîner, dit à ses parents qu'il n'est plus un humain ordinaire. La réaction du père est froide au début, comme si Nolan n'était pas prêt à entendre cette nouvelle à cet instant précis. Mais Debbie le pousse doucement, et Nolan finit par féliciter son fils, promettant de commencer un vrai entraînement dès le lendemain. Cette nuit-là, Mark se souvient du moment où son père lui a révélé la vérité pour la première fois. Omni-Man n'est pas un super-héros terrien, mais un natif de la planète Viltrum. La planète ressemble à la Terre à bien des égards, mais est habitée par des Viltrumites, humanoïdes en apparence, mais dotés d'une force colossale et de la capacité de voler. Une brutale sélection naturelle régit leur société. Les faibles sont éliminés, les forts s'élèvent. Les Viltrumites qui atteignent la maturité se dispersent dans la galaxie pour aider d'autres civilisations. Nolan s'est porté volontaire pour devenir le protecteur de la Terre, a rencontré Debbie ici, et c'est ainsi que Mark est né, héritant d'une partie du sang Viltrumite. Réalisant que ses pouvoirs sont sur le point d'émerger, Mark monte sur le toit la nuit pour faire une expérience. Peut-il vraiment décoller? La tentative se transforme en chaos. Il est projeté dans toutes les directions, manque de justesse un avion, est propulsé presque hors de l'atmosphère et perd connaissance à un moment. Néanmoins, sur une sorte de pilote automatique inconscient, il parvient à revenir et à s'écraser près de sa maison. Le lendemain matin, sans avoir dormi et amoché, il se présente quand même à la séance d'entraînement promise avec son père. Nolan commence par les bases. Décollage correct, contrôle de la vitesse, atterrissage sûr. Il passe ensuite aux exercices de combat et démontre de façon très douloureuse que les ennemis ne joueront pas selon les règles et ne l'épargneront pas. Mark survit à peine à un seul coup de son père, ce qui porte un coup sérieux à sa confiance en lui. Nolan admet plus tard à Debbie que l'apparition des pouvoirs de Mark justement maintenant a bouleversé tout son plan. Il n'était pas prêt à ce que son fils devienne soudainement un participant actif du grand jeu. À l'école, le voyou tente à nouveau d'humilier Mark, mais cette fois les choses se passent différemment. Le corps renforcé absorbe le coup et l'agresseur se retrouve ridicule devant tout le monde. En Mark, sur fond de tout ce qu'il a vécu, la colère et le désir de cesser enfin d'être une victime commencent à grandir. Pour libérer la tension accumulée, Mark décide d'aller sur le terrain en tant que héros pour la première fois. Il se confectionne un costume primitif maison, enfile un masque et part la nuit patrouiller la ville à la recherche de criminels. Il rencontre très vite Titan, un colosse à la peau de pierre travaillant pour un chef criminel local, et sa bande. Dans la bagarre qui s'ensuit, Mark, agissant impulsivement, parvient à briser l'armure de pierre de Titan et à mettre les adversaires hors de combat, mais il le fait maladroitement. Il brise des façades d'immeubles, fait s'effondrer des structures et cause énormément de dommages collatéraux. Omni-Man a observé tout ce début improvisé. À la maison, il gronde durement son fils pour son irresponsabilité et son manque de plan, mais Mark prend la critique comme un manque de confiance et essaie de prouver qu'il est prêt pour de vraies menaces et qu'il est temps d'arrêter
arrêter de le traiter comme un enfant. Au lieu de continuer la dispute, Nolan emmène Mark chez un de ses amis, un talentueux créateur de costumes nommé Art. Cet artisan fabrique des équipements pour les super-héros, adaptant le design à leurs capacités et leur image. Puisque Mark n'a pas encore trouvé un vrai nom de super-héros, Art lui donne une tâche. D'abord définir un alias et une esthétique, puis revenir pour le vrai costume. De retour chez lui, Mark essaie de s'entraîner dans le jardin, mais ce qui se produit est une conversation sincère avec sa mère. Debbie remarque que son fils commence à avoir la grosse tête et se compare déjà à son père. Elle lui explique, doucement mais fermement. Son objectif n'est pas de devenir une copie d'Omni-Man, mais de grandir pour être la meilleure version de lui-même. Ces mots restent gravés en lui plus profondément que n'importe quel coup de son père. Plus tard, Nolan emmène Mark dans une sorte de séance d'entraînement-thérapie. Il joue au baseball en utilisant la super vitesse et le vol, lançant littéralement la balle autour du monde. Durant ce jeu, son père montre à Mark qu'être un héros ne dépend pas seulement de la force de ses coups, mais aussi de la résilience, la capacité à absorber les coups de la vie et à ne pas perdre courage. Pour d'autres adolescents, le baseball n'est qu'un jeu, mais Mark, avec ses capacités, est obligé de voir le monde à plus grande échelle. Après avoir assimilé cela, il forme définitivement sa nouvelle identité et se choisit un nom, Invincible. Pour lui, le nom porte non seulement la puissance physique, mais aussi la force intérieure qu'il recherche. Avec son nouveau nom, il retourne chez Art et lui dit son alias. Le tailleur lui confectionne un costume voyant et reconnaissable qui deviendra plus tard l'image caractéristique du héros. Peu après, déjà dans son nouveau costume, Mark repère des explosions en ville et décide d'intervenir, se lançant dans un combat contre un vilain mineur. Dans une ligne narrative parallèle, les gardiens reçoivent un signal d'urgence de leur quartier général, s'y rassemblent au complet et découvrent qu'aucun d'eux n'a déclenché l'alarme. C'est un piège. Au lieu d'un briefing d'équipe, Omni-Man les attend. Nolan attaque les gardiens sans avertissement. Tout se passe si vite et si brutalement que beaucoup n'ont même pas la chance de comprendre ce qui se passe. Red Rush est le premier à charger, déchaînant une série de coups à super vitesse, mais ce n'est pas suffisant. Omni-Man prend l'initiative et le détruit littéralement. Il déchire le Martien, brise le cou de War Woman, décapite Aquarus et finit par enfoncer la poitrine de l'Immortel et lui tranche la tête. Malgré sa puissance monstrueuse, Nolan lui-même subit de graves dommages et s'effondre inconscient parmi les corps de ses anciens camarades à la fin du massacre. La raison du massacre reste inexpliquée. Pas de monologue de vilain, pas d'explication, juste du sang et un choc. L'Agence mondiale de défense, dirigée par Cecil Stedman, arrive sur les lieux plus tard. Il trouve le quartier général éclaboussé du sang de héros légendaires et un Omni-Man à peine en vie. Les corps des gardiens sont évacués dans le plus grand secret, car révéler la vérité à ce moment signifierait un chaos mondial. Pendant ce temps, Debbie à la maison commence à s'inquiéter de l'absence de son mari. Pour ne pas devenir folle, elle prépare mécaniquement du café, fait le petit déjeuner, essaie de s'accrocher à la routine quotidienne. Mais l'anxiété en elle ne fait que croître. Quand Debbie s'apprête à partir chercher son mari, un groupe d'agents du service de renseignement apparaît à la porte. Elle et Mark sont emmenés dans une installation secrète où ils voient Nolan pour la première fois, allongé et connecté à des machines. Cécile explique qu'Omni-Man a été retrouvé inconscient sur les lieux des meurtres des gardiens et que l'agence fait tout son possible pour stabiliser son état. La véritable image de ce qui s'est passé au quartier général est dissimulée à la famille. Pour la version officielle, une hypothèse est proposée. Un ennemi inconnu et puissant a attaqué l'équipe et Omni-Man a miraculeusement survécu. Pendant que Debbie reste aux côtés de son mari, Mark reçoit un signal concernant une nouvelle menace au centre-ville et, sans hésiter, vole là-bas dans son costume d'invincible. Il tombe sur une autre invasion. Des extraterrestres, les Flaxans, sont arrivés pour conquérir la Terre. Lors de son tout premier affrontement, Mark blesse accidentellement leur chef, mais réalise rapidement qu'il ne peut pas contrôler le cours des événements. Il essaie de sauver des gens, de sortir des blessés des décombres, mais l'ampleur de la destruction l'accable. À un moment donné, il se fige littéralement. Il ne sait pas qui attraper en premier et qui il est déjà trop tard pour sauver. La situation est stabilisée par l'arrivée de la Teen Team, le groupe de jeunes héros. Se démarquant parmi eux se trouve Atom Eve, qui peut altérer la structure de la matière et remodeler des objets à volonté. Elle prend rapidement les choses en main. Elle redirige Mark vers l'évacuation de personnes spécifiques, pendant qu'elle tient elle-même la ligne de front avec les autres. À sa demande, Mark sort une vieille dame de l'épicentre et la remet au médecin, qui la transporte plus tard au Pentagone. Au cœur de la bataille, le spectateur fait également connaissance avec le reste de l'équipe. L'impétueux Rex Splode, qui peut transformer n'importe quel petit objet en explosif, Duplicate, qui peut remplir une pièce de copie d'elle-même, et le froid et calculateur Robot,
qui coordonne les actions de l'équipe. Malgré les efforts de tous, la bataille se passe mal, et il semble que l'équipe ne tiendra pas. Mais soudain, les extraterrestres commencent à vieillir rapidement et à se désintégrer littéralement. Leur technologie tombe en panne, et les restes de leur armée fuient en panique à travers les portails. Robot calcule plus tard la raison. Les Flaxans vivent le temps différemment, et dans la réalité terrestre, il s'écoule pour eux beaucoup plus vite. En clair, ils ont vieilli jusqu'à la mort sur le champ de bataille. Mark, ayant accompagné la vieille dame jusqu'au médecin, retourne auprès de son père dans le coma et admet. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir, mais se sent complètement impuissant. Le lendemain, Mark arrive à l'école à moitié détruit et essaie d'agir comme si tout allait bien. Il dit à ses camarades qu'il s'est juste retrouvé dans une mauvaise bagarre, omettant en invasion extraterrestre et les centaines de personnes qu'il a sauvées. Dans le couloir, il aperçoit Eve Wilkins et reconnaît à son regard qu'elle est la même Atom Eve avec qui il a combattu côte à côte. Il s'approche d'elle, la remercie pour l'aide et pour lui avoir essentiellement sauvé la vie avec son intervention lors de la bataille contre les Flaxans. Eve comprend assez rapidement que le héros inexpérimenté au costume jaune est Mark. Ils s'ajoutent mutuellement sur les réseaux sociaux et s'appellent le soir pour parler du chaos de la veille et des opérations de la Teen Team en général. Mark entend pour la première fois comment de jeunes héros perçoivent leurs responsabilités et comprend que pour lui, ce n'est plus seulement jouer aux super-héros, c'est une vraie responsabilité. Eve l'invite à passer au quartier général de l'équipe pour mieux connaître le groupe et décider s'il veut rejoindre. Pendant ce temps, à l'ancien quartier général des gardiens, Cécile gère les conséquences des meurtres. Le personnel technique rapporte que peu avant le massacre, quelqu'un a désactivé les systèmes de surveillance et d'enregistrement, laissant des lacunes dans les données exactement pour les minutes où les crimes ont eu lieu. Cécile fait sortir tout le monde de la salle et convoque son consultant peu conventionnel, un démon détective nommé Damien Darkblood, plus connu sous le nom de Darkblood. Cette entité extrait littéralement des souvenirs du sang et des traces sur la scène du crime. En touchant les taches séchées, il voit des fragments de la bataille en quelques secondes et comprend bien plus que toute l'équipe d'analystes n'avait réussi à faire en plusieurs jours. Darkblood insinue à Cécile qu'il ne croit pas à la théorie de l'ennemi inconnu, et les soupçons commencent à se tourner vers Omniman. Cécile, étant un pragmatique, ne se précipite pas pour accuser officiellement le héros le plus puissant de la planète. Si tout se confirme, il devra non seulement révéler la vérité au monde, il devra aussi trouver un moyen d'arrêter Nolan. Mark, pendant ce temps, arrive avec Eve au quartier général de la Teen Team. Il y rencontre le reste. Rex, qui montre immédiatement son caractère en faisant des blagues limites, Duplicate, capable de remplir une pièce de ses propres copies, et le froid et rationnel robot, qui occupe le rôle de chef et de tacticien. Il s'avère qu'Eve sort avec Rex, ce qui ajoute une couche de malaise à l'atmosphère. Robot explique qu'après l'attaque des Flaxans, il a construit un système d'alerte précoce, de sorte que l'équipe recevra désormais un avertissement préalable des nouvelles invasions. Il transmet également la demande de Cécile. Avec les gardiens hors combat, la Teen Team doit reprendre une partie de leurs responsabilités, et Invincible, s'il est d'accord, peut renforcer l'effectif. Mark, enthousiasmé à l'idée de faire partie d'une équipe, accepte sans trop hésiter. Plus tard, il dit à son père qu'il travaillera maintenant non seulement seul, mais aussi avec les jeunes héros. Nolan réagit avec méfiance. Il n'est clairement pas ravi que son fils s'enfonce de plus en plus dans le travail de super-héros et le fasse sous le commandement d'autres. Bientôt, le nouveau capture de robots se déclenche. Les Flaxans s'infiltrent à nouveau sur Terre. Et cette fois, ils se sont adaptés au flux temporel local et gèrent très bien la chronologie terrestre. L'équipe part à la rencontre de la menace. Sur le champ de bataille, l'ennemi s'est déjà préparé. Il y a une contre-mesure presque personnalisée pour chaque héros. Robot est mis hors service par une impulsion électromagnétique. Rex est attaqué avec son propre type d'énergie. Duplicate est neutralisé avec des armes lourdes. Et Mark est recouvert d'un mélange qui durcit comme du béton. Le chef Flaxan est sur le point d'en finir avec Atom Eve quand Invincible, enragé et fonctionnant à l'adrénaline pure, se libère de ses entraves en montrant une explosion de puissance que personne ne lui avait encore vue. Il rosse le chef à moitié mort et brise accidentellement son bracelet. Robot remarque que ce sont exactement ces appareils qui permettent aux extraterrestres de stabiliser leur temps, et élabore rapidement un plan. En utilisant une onde de choc, il neutralise tous les bracelets simultanément. Les Flaxans recommencent à vieillir rapidement et sont forcés de fuir avant de mourir sur place. Après le combat, Rex, qui traitait auparavant Mark avec condescendance, est contraint de reconnaître sa force et sa place dans l'équipe. Mark, pendant ce temps, apprend qu'Omniman a repris connaissance et va rentrer chez lui. De retour à la maison, Nolan agit comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Il reprend l'entraînement avec Mark, lui montrant comment faire face à différents types d'ennemis. Pendant ce temps, Cécile et Darkblood poursuivent l'enquête, et le démon devient de plus en plus vocal sur sa conviction que c'est Omniman qui a détruit les gardiens. Cécile lui ordonne cependant de se taire. Si les rumeurs se répandent au-delà d'un cercle interne restreint, les conséquences seront catastrophiques. Darkblood va plus loin et se présente personnellement à la maison des Grayson pour parler avec Debbie. Il la pousse soigneusement vers l'idée que l'histoire de l'attaque contre le quartier général des gardiens comporte trop d'incohérences.
Debbie, qui remarquait déjà des choses étranges dans le comportement de son mari, commence à douter encore plus de tout ce qu'il dit. Nolan lui-même, à ce moment, sent également l'étau se resserrer autour de lui. Il remarque la surveillance, sent qu'il est suivi, et avertit le démon de rester loin de sa famille. En parallèle, commence à se développer la ligne des nouveaux gardiens. Après la mort de l'ancienne équipe, Robot se voit officiellement offrir la direction du nouveau groupe. Il organise un processus de sélection en soumettant les candidats à des épreuves de combat. Parmi les candidats apparaît Monster Girl, une femme qui ressemble extérieurement à une adolescente, mais qui est en réalité adulte. Chaque transformation en sa forme monstrueuse la fait rajeunir un peu. Durant les combats, elle met facilement Rex à terre. Il avait essayé de faire bonne impression, mais ses blagues ne l'avaient qu'irrité. Pour éviter que les choses deviennent inutilement brutales, Mark intervient et en conséquence, plusieurs nouveaux héros intègrent l'équipe. La toute première réunion montre cependant clairement que la cohésion est inexistante. Personne n'aime le programme d'entraînement imposé. Tout le monde tire dans des directions différentes et l'escouade ressemble davantage à un rassemblement de solitaires talentueux qu'à une unité de combat coordonnée. Sur le plan personnel, les choses ne vont pas non plus bien pour Mark. Son meilleur ami l'aide à se rapprocher d'Amber en lui fournissant des informations sur ses intérêts et ses habitudes. Pourtant, le rôle principal est toujours joué par la franchise propre de Mark. Il est honnête, maladroit, parfois en retard, mais il n'essaie pas de jouer le gars parfait. Ils commencent à étudier ensemble pour les examens, à passer du temps après l'école, et entre eux se développe progressivement non seulement une attirance, mais aussi une vraie confiance. L'un de ces soirs, pendant qu'Amber va aux toilettes, Mark est inopinément intercepté par Cécile. Il arrache littéralement le héros de sa vie personnelle et explique qu'un vilain puissant est apparu au Mont Rushmore, et qu'Omni-Man est actuellement occupé avec une autre menace. Cécile demande l'aide de Mark et d'Atom Eve, car il ne considère pas les nouveaux gardiens assez fiables pour des missions de ce niveau. Mark, sans pouvoir expliquer quoi que ce soit à Amber, est contraint de tout laisser tomber et de partir en vol. Mark et Eve volent vers le mont Rushmore et découvrent que la source de la menace est le docteur Sismic, un scientifique aux vues radicales, armé de générateurs de tremblements de terre montés au poignet. Il déclare que l'humanité est en train de détruire la planète elle-même et qu'elle doit donc être redémarrée, et commence à faire s'effondrer les flancs de la montagne, créant une véritable tempête sismique. Mark fonce sur lui de front, pendant qu'Eve essaie de stabiliser les avalanches, renforçant la roche et créant des plateformes à partir de l'air. Le docteur enfonce le sol jusqu'à la lave, menaçant de transformer les environs en une catastrophe à l'échelle régionale. À la fin, par un effort combiné, les héros le forcent dans l'abîme incandescent, après quoi l'activité sismique se calme. Le vilain est officiellement considéré comme mort, bien que le spectateur comprenne que dans des histoires comme celle-ci, ces morts sont rarement définitives. Mark, épuisé physiquement et mentalement, se précipite chez lui en espérant qu'Amber n'est pas encore partie. Elle est naturellement mécontente de sa disparition, mais accepte quand même de poursuivre la relation, lui donnant une nouvelle chance. En parallèle, Omni-Man combat un gigantesque monstre kaiju qui est finalement neutralisé avec grande difficulté. Cécile ordonne que le corps ne soit pas entièrement détruit, mais conservé pour l'avenir comme un atout potentiel. Eve, de retour à la base de la Teen Team, tombe sur Rex qui essaie de s'excuser pour son comportement et son infidélité, espérant reconquérir la relation. Mais après avoir vu comment il se comporte tant dans l'équipe que dans sa vie personnelle, Eve refuse définitivement de recommencer et s'en va. Ailleurs, dans une prison à sécurité maximale, les Moller Twins continuent de travailler. L'un d'eux élabore un plan pour s'évader en utilisant leurs connaissances et ressources. Leur évasion reçoit inopinément une aide extérieure. Robot, qui d'un côté dirige les nouveaux gardiens et de l'autre exécute son propre plan caché, aide à organiser les conditions parfaites pour qu'ils s'échappent. L'un des jumeaux se sacrifie pour que l'autre puisse se libérer. Il devient clair pour le spectateur. Robot a intérêt à leurs esprits géniaux et à leur capacité à travailler avec du biomatériau, et manifestement pas à des fins nobles. Pendant ce temps, les soupçons de Debbie envers Nolan continuent de croître. Après sa conversation avec Darkblood, elle ne peut plus simplement ignorer les incohérences. Elle trouve le vieux carnet du démon, étudie ses notes et réalise qu'il y a trop de preuves pointant vers un lien entre le costume d'Omni-Man et la mort des gardiens. Pendant que Mark est à un rendez-vous et étudie, Debbie apporte secrètement le costume de son mari à Hart, le même tailleur qui confectionne les costumes des super-héros. Il procède à une analyse et confirme peu après, avec horreur, le costume de Nolan présente des traces de sang et des dommages qui appartiennent clairement aux gardiens, et par la nature des dommages, il est évident qu'Omni-Man était l'agresseur. Pour Debbie, c'est le moment où l'illusion du héros parfait s'effondre définitivement. Elle comprend que son mari ne cache pas seulement quelque chose, il a très probablement délibérément assassiné ses propres alliés. Elle ne se précipite cependant pas pour partager cela avec Mark ou avec qui que ce soit d'autre. Elle doit d'abord survivre seule à ce choc. Cécile, de son côté, réalise que Darkblood est allé trop loin dans l'enquête et est sur le point d'agir ouvertement.
Pour empêcher le démon de provoquer un conflit incontrôlable, il effectue un rituel spécial et bannit effectivement Darkblood dans sa dimension infernale, le retirant temporairement du jeu. Cela ne résout pas le problème d'Omniman, mais donne à l'agence le temps de se préparer. En même temps, Robot transfère les nouveaux gardiens à la base de l'ancienne équipe. Cécile laisse une tache de sang des héros tomber sur le mur comme un sombre rappel. Des légendes sont mortes ici, et les nouveaux venus n'ont pas le droit de prendre la mission à la légère. Les conflits personnels continuent de mijoter au sein de l'équipe, mais Robot, extérieurement froid et impassible, les place patiemment comme des pièces dans son schéma plus large. Le prochain grand bloc narratif tourne autour d'une mission sur Mars. Cécile informe les Grayson que la NASA envoie une expédition sur la planète rouge et veut initialement confier l'escorte à Omniman. Mais celui-ci refuse, arguant que la Terre a besoin de lui ici et que les petites missions spatiales peuvent être confiées à quelqu'un d'autre. Mark, voulant prouver sa valeur et se sentir un vrai héros, se porte volontaire pour accompagner le vaisseau. Sa mission ? Suivre discrètement le vaisseau, protéger les astronautes et s'assurer que tout se passe bien. Avant le lancement, il partage la nouvelle avec Eve, reçoit d'elle quelques conseils sur la situation avec Amber, passe voir Amber elle-même, couvre son absence avec le prétexte d'un voyage bénévole de 2 semaines, lui offre un cadeau et promet de revenir. Après cela, il s'élance dans l'espace et, en mode escorte invisible, suit le vaisseau jusqu'à Mars. Après avoir atterri sur Mars, les astronautes se mettent au travail sur leur mission pendant que Mark essaie de rester en arrière-plan et de ne pas attirer l'attention, les observant de loin. À un moment donné, il s'endort vraiment d'épuisement. Et quand il se réveille, les cosmonautes ont disparu. Sur la surface, il ne reste que des empreintes menant à des tunnels souterrains. Mark descend et découvre tout un monde de Martiens, les habitants natifs de la planète, qui vivent en secret et considèrent les humains comme une menace potentielle. Leur dirigeant lui explique qu'il existe sur la planète une race de parasites, les Sequids, qui, en pénétrant dans l'esprit d'un humain, transforment l'hôte en partie d'un super-organisme collectif. Pour les Martiens, ils sont moins dangereux, mais si les Sequids s'emparent d'un seul humain, l'humanité pourrait à l'avenir devenir une armée sans visage. C'est pourquoi les Martiens veulent éliminer l'expédition. Mark ne peut pas accepter de tuer des gens, et, grâce à une improvisation admirable, organise la fuite des astronautes vers le vaisseau. Dans le chaos, il commet une erreur. L'un des membres de l'expédition se retrouve remplacé par un Martien, tandis que le vrai humain reste parmi les natifs. Le vaisseau part, et avec lui un extraterrestre déguisé retourne sur Terre, jetant les bases de futurs problèmes. Quand Mark rentre à la maison, il trouve ses parents essayant de jouer le rôle d'une famille normale, mais la tension flotte déjà dans l'air. Il va voir Amber, lui offre un souvenir de Mars et essaie de compenser sa disparition soudaine. Pendant ce temps, Cécile, ayant conclu la phase de la mission sur Mars, fait un pas important. Publiquement et officiellement, il continue de présenter Omniman comme un héros, mais à l'intérieur du système, commence à construire une ligne de défense au cas où Nolan s'avérerait être un ennemi. Robot, pendant ce temps, poursuit son plan avec les jumeaux. Avec leur aide, il prépare un nouveau corps humain pour lui-même, utilisant du biomatériau volé et le sang de Rex pour former le récipient idéal pour le transfert de sa propre conscience. Tout cela se déroule comme une intrigue parallèle presque cyberpunk dans laquelle une intelligence artificielle aspire à acquérir de la chair. Dans la relation de Mark et Amber, une crise se profile. Les retards constants, les disparitions et les demi-vérités érodent la confiance. Mark est tiraillé entre le désir d'être le héros parfait et un gars normal, mais ne sait pas encore comment combiner ses rôles. Et c'est précisément dans cette fissure que la saison commence à se préparer pour son conflit central. La conversation entre père et fils qui divisera le monde entier en un avant et un après. Pendant ce temps, en ville, une autre histoire prend de l'ampleur. La ligne de Titan. Ce colosse à la peau de pierre travaille pour un chef criminel surnommé Machine Head, remboursant une vieille dette. Il extorque de l'argent, détruit des entreprises rivales et protège les intérêts de son patron, bien qu'il méprise depuis longtemps la vie dans laquelle il s'est retrouvé. On voit Titan rentrer chez lui après un autre travail sale et parler avec sa fille. Dans ces courtes scènes, il est clair qu'il n'est pas un monstre. C'est un père qui veut sortir son enfant de la pauvreté et du crime. En voyant Invincible nouvelle, Titan réalise, s'il joue bien ses cartes, le héros pourrait être le levier qui lui permettra enfin de renverser son patron. Pour attirer l'attention de Mark, il écrit le codinome du héros en lumière sur le toit d'un immeuble. Mark, voyant ce signal, vole jusqu'à l'endroit et se retrouve face à face avec Titan. Au lieu d'un combat, celui-ci lui propose un marché, l'aider à éliminer le roi du crime qui terrorise des quartiers entiers, et en échange, la ville deviendra un peu plus propre et les gens ordinaires un peu plus libres. La réaction de Mark est mitigée. D'un côté, il a l'habitude de voir les criminels comme des cibles, pas comme des partenaires. De l'autre, Titan lui montre la réalité. Des maisons incendiées pour l'assurance, des pièges, la dépendance de tout un quartier envers un patron qui contrôle des affaires illégales et n'hésite pas à faire des victimes civiles. La conversation avec Titan touche quelque chose d'important chez Mark.
Pour la première fois, il se retrouve face à une zone grise où un vilain peut dire des choses qui semblent logiques. Mark promet d'y réfléchir et rentre chez lui complètement confus. Au dîner, il soulève le sujet avec ses parents. Son père est catégorique. Collaborer avec des criminels est la voie vers la catastrophe, et les délinquants utilisent toujours les héros à leur propre fin. Il dit cela durement, sans laisser de place au doute. Sa mère, en revanche, voit les choses différemment. Après tout ce qui s'est passé récemment, elle-même ne peut plus faire entièrement confiance à Nolan et voit que Mark veut génuinement aider les gens ordinaires. Elle ne donne pas sa bénédiction directe, mais lui suggère de décider lui-même en pesant les risques. Intérieurement, elle sait à ce moment que son mari cache une vérité monstrueuse, et c'est en partie pour cela que ses mots sortent plus doux. Mark lutte avec la décision jusqu'à l'aube, mais se souvenant du quartier qu'il a vu avec Titan et de la réaction de son père, il finit par choisir. Il va aider l'homme à la peau de pierre à se libérer de sa subordination et du même coup, soulager la ville d'une partie de la pression criminelle. À l'école, le drame personnel continue en parallèle. Eve annonce qu'elle a quitté la maison et essaie de trouver son propre chemin en dehors de l'équipe et en dehors de sa relation avec Rex. Amber rappelle à Mark qu'ils avaient convenu de faire du bénévolat dans un refuge et lui demande de ne pas être en retard cette fois. Eve, remarquant la tension entre eux, dit à Amber en privé que Mark fait vraiment des efforts et ne l'ignore pas exprès. Il disparaît simplement, constamment, pour des affaires importantes dont il ne peut pas parler. C'est une sorte de couverture légère pour son ami. Mais Mark choisit finalement quand même l'opération criminelle avec Titan plutôt que le refuge. Il planifie soigneusement l'assaut sur le repère de Machine Head. Titan neutralisera temporairement l'assistant téléporteur du patron pour le priver de cet avantage clé, tandis qu'Invincible doit s'occuper de la puissance de feu principale. Le plan ne fonctionne qu'à moitié. Titan et Mark font irruption chez le patron, mais il devient rapidement clair que celui-ci se préparait à exactement ce scénario depuis longtemps. Une puce dans sa tête a amplifié son intelligence à un niveau extraordinaire. Il a calculé d'innombrables variables et préparé un plan B. Le téléporteur qu'ils n'ont pas réussi à contrôler entre en jeu, amenant avec lui tout un escadron de mercenaires aux capacités variées. Une bagarre brutale éclate dans laquelle Mark subit de graves blessures. Il est littéralement mis en pièces, cassé et projeté à travers la salle. Les nouveaux gardiens arrivent pour aider, mais sont également accueillis sans grand respect. La bête, une créature d'une force colossale, manque de tuer à la fois Mark, Monster Girl et Samson. À un moment donné, la bête s'ennuie simplement des adversaires indignes et quitte le champ de bataille. Avec un second souffle, l'équipe finit par éliminer les mercenaires et neutraliser le patron. Mais le prix physique pour les héros est énorme. Mark est un sac d'os cassé, Samson est au bord de la mort, et Monster Girl perd ses forces et reprend à peine conscience. Pendant que médecins et techniciens arrachent les héros aux griffes de la mort, un détail important émerge. L'assistant téléporteur travaillait pour Titan depuis le début, et tout ce qui s'est passé faisait partie de son plan. À la fin, c'est Titan lui-même qui occupe le siège de l'ancien patron, devenant le nouveau caïd du quartier. Il promet d'utiliser le pouvoir différemment, d'apporter de l'ordre et d'éliminer la brutalité ouverte. Mais en pratique, il ne fait que repeindre la pyramide criminelle de ses propres couleurs. Mark, à peine conscient, ressent une amère prise de conscience. Il n'a pas aidé à détruire le système, il a juste changé celui qui est au sommet. Pendant ce temps, Cécile profite du moment et lui prélève du sang. Les échantillons sont nécessaires pour comprendre comment fonctionnent les cellules Viltrumites et ce qui distingue Omni-Man des humains ordinaires. Eve, apprenant la situation de Mark, vole à l'hôpital et devient pour lui une sorte d'amortisseur moral. Elle lui explique qu'elle a dit à Amber que Mark s'était fait renverser par un bus, couvrant son absence à l'événement caritatif. Grâce à cela, Amber ne rompt pas définitivement la relation, mais la fissure dans la confiance devient encore plus profonde. Mark lui-même se reproche d'avoir entraîné ses amis dans une opération mortellement dangereuse et d'avoir failli envoyer plusieurs d'entre eux dans la tombe. Robot, observant les conséquences, se rapproche de plus en plus de Monster Girl, montrant une sensibilité et un souci inattendu. Samson, qui passe un certain temps entre la vie et la mort, vit une étrange impulsion. Après une puissante décharge électrique, son corps semble redémarrer, et une partie de la force qu'il avait perdue depuis longtemps revient. En parallèle, les jumeaux accomplissent la mission de Robot. Ils lui construisent un nouveau corps. En utilisant la biotechnologie avancée et le sang de Rex, ils cultivent un corps humain jeune avec des paramètres physiques améliorés. Robot prévoit de transférer sa conscience dedans pour cesser d'être un simple observateur mécanique et vivre la vie réelle. Les jumeaux essaient naturellement d'insérer dans la construction leur propre mécanisme de contrôle caché, mais Robot anticipe ce mouvement et met en place des contre-mesures à l'avance. Quand le transfert de conscience réussit, Robot dans son nouveau corps, effectivement une version adolescente de Rex, mais avec une personnalité différente et l'expérience d'une intelligence artificielle, annonce que le marché est conclu et, conformément au plan, fait en sorte que les jumeaux soient renvoyés en prison. Ceux-ci n'ont bien sûr pas l'intention de se rendre facilement, et entre eux et les systèmes de sécurité se déroule une impressionnante séquence de fuite et de capture. À la fin, les jumeaux retombent entre les mains des autorités, mais le spectateur comprend très bien.
Un talent comme le leur ne reste pas longtemps derrière les barreaux. Après avoir analysé le costume d'Omni-Man, Hart confirme à Debbie sans le moindre doute, les traces de sang et les dommages appartiennent au gardien et par la nature des coups, il est évident que Nolan était l'agresseur. Pour elle, c'est le point de non-retour. Elle rentre chez elle en connaissant déjà la vérité, mais sans savoir comment vivre avec. Quand Nolan arrive, une conversation très lourde s'engage entre eux. Debbie lui demande directement ce qui s'est passé au quartier général des gardiens. Nolan essaie d'abord d'esquiver la réponse, répétant l'histoire de l'attaque externe. Mais elle le coince avec les faits, le costume, le sang, la concordance des blessures. À un moment donné, il arrête de jouer la comédie et reconnaît qu'il a fait ce qu'il a fait, sans aucune tentative de justification. Il lui demande de simplement lui faire confiance, promet de tout expliquer plus tard, insiste sur le fait qu'il avait une raison. Mais pour Debbie, ce n'est plus suffisant. La personne avec qui elle a vécu des années s'avère être l'assassin de sang-froid de ses propres alliés. Elle le chasse de la maison et essaie d'appeler Mark pour le prévenir, mais son téléphone est cassé après les récentes batailles. Cécile, pendant ce temps, finit ses préparatifs. Il ne se fait plus d'illusions et reconnaît en interne au sein de l'agence, Omni-Man n'est pas seulement une menace potentielle, il est déjà une menace réelle. Debbie est emmené dans une installation sécurisée où Cécile lui révèle ce qu'il cachait depuis si longtemps. Il savait de l'implication de Nolan dans la mort des gardiens, mais gagnait du temps, essayant de comprendre ses motivations et de trouver des moyens de l'arrêter si la situation devenait incontrôlable. Maintenant que même la femme du héros connaît la vérité, la décision est prise. Il faut se préparer à une confrontation directe. Nolan, pendant ce temps, rentre chez lui et trouve des agents de surveillance. Il les élimine sans hésiter, tant à l'intérieur de la maison que dans le bâtiment adjacent où se trouvait le poste d'écoute. Donald, le bras droit de Cécile, se fait exploser avec le bâtiment dans une tentative de ralentir au moins Omni-Man. Cela ne tue pas Nolan, mais montre à quel point Cécile est prêt à faire des sacrifices. Omni-Man, réalisant qu'il est désormais ouvertement considéré comme un ennemi, s'envole pour chercher Mark. Pendant que Nolan élimine l'équipe de surveillance, Mark revient d'un voyage universitaire avec William et Amber. Amber en a définitivement assez des disparitions constantes de Mark et de ses mensonges et est pratiquement prête à mettre fin à la relation. À un moment donné, réalisant qu'il est en train de la perdre, Mark enlève le masque et admet ouvertement qu'il est invincible. La réaction d'Amber n'est pas celle à laquelle il s'attendait. Elle dit qu'elle le soupçonnait depuis longtemps, mais le problème n'est pas qu'il soit un héros, c'est qu'il ne sait tout simplement pas comment être honnête ou prévenir à l'avance. Elle décide de se séparer quand même, du moins pour l'instant, pour digérer tout ce qui s'est passé. William, contrairement à elle, est sincèrement choqué par la confirmation de ses soupçons, mais accepte les nouvelles informations assez rapidement et reste du côté de son ami. Cécile essaye de gagner du temps. Il se téléporte directement là où Nolan est en vol pour le retenir avec une conversation et l'empêcher d'atteindre rapidement Mark. Un bref échange a lieu entre eux qui montre clairement Cécile voit en Nolan non pas un allié, mais une bombe à retardement. Et maintenant, il met en branle toutes les réserves disponibles. Pendant qu'ils échangent des mots, Cécile déploie séquentiellement toutes les ressources préparées contre Omni-Man. D'abord, 3 cyborgs modernisés construits avec la technologie de Sinclair. Ils se lancent à l'attaque et parviennent à contenir Nolan pendant un moment, lui causant de vrais dommages, mais contre un vrai Viltrumite, ce n'est pas suffisant. Il les met en pièces. Le mouvement suivant, le même kaiju contre lequel Nolan s'était déjà battu auparavant. La GDA a dopé le monstre avec des stimulants, le rendant plus résistant et agressif. Le kaiju surplombe littéralement la ville en lançant des immeubles et force Nolan à s'engager dans un dur combat. Cela donne finalement à Cécile les minutes supplémentaires dont il a besoin pour prévenir Mark, lui expliquer l'ampleur de ce qui s'est passé et le diriger vers l'endroit où le conflit principal se déroule. Mark, encore en train de traiter la rupture avec Amber et le difficile voyage, contacte Eve et apprend qu'une attaque par satellite a été lancée contre Nolan et qu'il se passe quelque chose d'étrange en ville. Il vole vers l'endroit où Omni-Man est à ce moment en train de combattre le kaiju, contenant à peine le monstre. Quand Mark rejoint le combat, ils parviennent ensemble à abattre la créature, mais à ce moment, l'immortel entre en scène, ressuscité précédemment par les jumeaux. Il se souvient comment Omni-Man l'a tué, lui et toute l'équipe, et maintenant, en voyant Nolan, il décharge toute sa fureur sur lui. L'immortel crie en direct à la télévision qu'Omni-Man est un meurtrier, et l'attaque sans lui donner une seconde pour offrir des explications. La scène est diffusée dans le monde entier. Des caméras de presse et des drones filment 2 super-humains se battant dans le ciel. Nolan finit par déchirer à nouveau l'immortel en deux, cette fois juste devant Mark et des milliards de spectateurs. Pour le fils, c'est un choc. Il est témoin non seulement de l'assassinat d'un coéquipier, mais de la froide et absolue détermination avec laquelle son père le fait. Après la mort de l'immortel, l'air se fige. Mark, suspendu dans le ciel face à son père, exige des explications. Il veut croire que quelqu'un contrôle Nolan, que c'est une manipulation ou un contrôle mental. Nolan,
comprenant qu'il ne sert plus à rien de cacher quoi que ce soit, raconte à son fils pour la première fois ouvertement qui sont vraiment les Viltrumites et quel est le vrai but de sa mission. Il explique que Viltrum n'est pas simplement une civilisation de nobles protecteurs, c'est un empire construit sur la sélection des plus forts. Les faibles ont simplement été exterminés il y a longtemps, ne laissant que l'élite. Quand il a grandi, les Viltrumites étaient déjà la race dominante et avaient décidé non seulement d'aider d'autres mondes, mais de les soumettre à leur pouvoir. Le plan de conquête ne reposait pas sur une seule invasion massive, mais sur une domination lente et systématique. Leurs meilleurs officiers étaient envoyés sur différentes planètes pour s'infiltrer en tant que protecteurs, gagner la confiance et ensuite préparer le terrain pour l'annexion à l'Empire. La Terre est exactement ce type de cible, et Nolan a été désigné comme son curateur. Mark, en entendant tout cela, est horrifié. Pour lui, la Terre est son foyer. Les amis, sa mère, la fille qu'il aime, chaque petit et grand moment de sa vie. Pour Nolan, selon ses propres mots, c'est simplement une civilisation qui doit être élevée à un nouveau niveau, même si cela nécessite d'effacer des millions de vies. Il assure à son fils que pour un Viltrumite, la vie humaine est trop courte pour avoir un vrai poids, et que dans quelques centaines d'années, il ne restera probablement personne des connaissances actuelles de Mark. Il y a le cynisme de l'immortel dans sa logique. Il offre à son fils une longue perspective, l'incite à abandonner la sentimentalité et à se ranger du côté des forts. Mark refuse. Il dit qu'il ne peut pas voir les gens comme du matériel jetable. Il connaît trop bien leurs faiblesses, mais aussi leurs valeurs. Il rejette l'argument de la brièveté de la vie. Au contraire, c'est précisément parce que le temps est limité qu'il a un sens. Nolan, voyant que les arguments ne fonctionnent pas, passe aux menaces et déclare clairement « Si Mark se met en travers du chemin de l'Empire, il sera un ennemi ». Ce qui suit est l'un des combats les plus brutaux de la saison, le combat entre père et fils. Au début, Nolan est en mode pédagogique. Il frappe fort, mais semble garder quelque chose en réserve, espérant que Mark craque mentalement. Il projette son fils contre des immeubles, le fait traverser des gratte-ciel, démontrant à quel point la différence en expérience et en force brute est énorme. Mark essaie de contenir la destruction, déviant les coups des gens autant que possible, mais c'est presque impossible. À un moment donné, Nolan utilise littéralement son fils comme bélier. En volant avec lui à travers un wagon de métro, il montre délibérément à quel point les corps humains se transforment facilement en taches de sang quand ils entrent en collision avec de la chair Viltrumite. C'est une scène dans laquelle Nolan pose une question non pas avec des mots, mais avec des actes. Veux-tu encore mourir pour eux ? Malgré la brutalité de ce qui se passe, Mark ne recule pas. Il ne gagne pas tant qu'il refuse simplement de se briser, se relevant à chaque fois que son père le projette contre une autre ville, montagne ou immeuble. Ils finissent à Chicago, et là, la destruction atteint son paroxysme. Des quartiers entiers sont réduits en décombres. Des milliers de personnes meurent des conséquences directes et indirectes de leur combat. Nolan rosse son fils jusqu'à en faire un masque ensanglanté, lui casse les dents, lui brise les os, tout en criant que Mark gaspille une vie potentiellement infinie pour des créatures insignifiantes. À un certain moment, regardant son fils tabassé mais toujours pas rendu, Nolan commence à se souvenir de comment Mark était enfant, les premiers pas, les premiers jeux, les moments familiaux qu'il considérait autrefois comme une perte de temps. Ces souvenirs se superposent à l'image actuelle. Un garçon battu qui, malgré tout, quand il le regarde, ne voit pas un monstre, mais son père. Quand Nolan veut une fois de plus savoir ce qu'il restera à Mark dans 500 ans s'il tourne le dos à l'Empire, le fils parvient à peine à articuler « Je t'aurai encore, toi ». Cette phrase simple pénètre l'armure du pragmatisme Viltrumite plus profondément que n'importe quel coup. Nolan comprend que peu importe à quel point il s'est convaincu que la famille n'était qu'une couverture pour la mission, durant les années de vie sur Terre, il s'est vraiment attaché à Debbie et à Mark. Il est déchiré entre son devoir envers l'Empire et ce qu'il ressent vraiment, mais au final, il ne peut pas tuer son propre fils. Les larmes aux yeux, incapable de poursuivre ni le combat ni la conversation, il s'envole, pas seulement loin de la Terre, mais de tout le système stellaire. Cécile enregistre qu'Omniman a quitté le système solaire et ne revient pas. Le monde est en état de choc. Le plus grand héros de la planète s'est transformé sous les yeux de tous en sa plus grande menace, puis a disparu dans l'espace. Mark, à peine en vie, est récupéré par les services d'urgence. Il est soigné dans une installation secrète pendant que les nouveaux gardiens démêlent les conséquences du désastre, sauvent des survivants et aident à sortir des personnes des décombres. Le sang de l'ancienne équipe est finalement lavé des murs du quartier général d'origine. Un symbole que les jeunes héros sont devenus une unité de combat à part entière et portent maintenant vraiment la responsabilité de la planète. Cécile rend visite à Mark et lui dit directement « Il a fait l'impossible. Ce n'était pas une victoire, mais il a arrêté quelqu'un que personne d'autre n'aurait même pu ralentir. » Il offre à Mark la place de son père en tant que principal protecteur de la Terre, mais Mark n'est pas encore prêt à assumer un tel statut. Après sa sortie, Mark rentre chez lui avec Debbie. Elle est dévastée, mais debout, et entre eux se développe une conversation tranquille et très humaine, sans théâtralité. Tous les deux ont perdu un mari et un père, mais ils sont encore l'un l'autre. Amber, ayant entendu tout ce qui s'est passé, vient également voir Mark. Elle comprend l'ampleur de ce qu'il va traverser et laisse doucement entendre qu'elle est prête à leur donner une autre chance s'il apprend à être honnête avec elle.
Eve propose à Mark de continuer son travail de héros dans le format qui lui convient le mieux, seul, en équipe, comme partie des gardiens ou sans eux. Les dernières scènes de la saison montrent Mark suspendu dans le ciel au-dessus de la Terre, regardant la planète avec des yeux différents d'avant. Sa vie a été détruite et en même temps reconstruite. Les vieilles illusions sont parties, mais à leur place se trouve la compréhension qu'il n'est plus seulement un type dans un costume, il est le seul Viltrumite sur Terre qui a choisi les gens plutôt que l'Empire. Quelque part loin dans l'espace, Omni-Man continue de voler, et la seule question qui reste est de savoir s'il reviendra jamais, et s'il revient, de quel côté sera son fils.